Alexa Lavoie pour Rebel News et je me trouve présentement au chemin Roxham parce qu'aujourd'hui, nous avons une entrevue exclusive avec le candidat David de Repentigny, qui est aussi un agent frontalier qui se présente pour le Parti conservateur. Candidat dans le comté de Châteauguay et les jardins de Napierville. Il est aussi l'opposant de Nathalie Provost. Si vous ne la connaissez pas, Nathalie Provost est une survivante de la tuerie de la Polytechnique. Elle est aussi une militante anti-armes à feu, comme vous avez pu voir dans plusieurs de ses propos. Je vous en montre quelques-uns. The issue with gun is not with criminal guns. It's with legal gun owners that have issues, and we must protect our families. Donc aujourd'hui, nous sommes avec David de Repentigny. Premièrement, pouvez-vous nous expliquer un peu votre parcours et qui vous êtes? Bien, merci beaucoup. Écoute, j'ai grandi dans les Laurentides. Je viens d'une famille défavorisée. J'ai été un jeune décrocheur. Puis pour me raccrocher puis éviter de tomber dans la délinquance, je me suis investi dans la communauté. J'ai fondé à 15 ans avec ma mère une compagnie qui engageait des jeunes décrocheurs pour animer des ateliers sportifs dans des écoles primaires. Là, fait que ça avait un effet bénéfique sur les deux écoles. Donc, très tôt, je me suis impliqué dans la communauté et je crois sincèrement que ces investissements-là, c'est ce qui fait qu'on a un meilleur tissu social là, puis qu'on a une meilleure vie. Fait que, à travers tout ça, j'ai fait plein de métiers. J'ai fait un court service militaire. J'ai travaillé dans des entrepôts de nuit. J'ai travaillé manutentionnaire. J'ai travaillé dans des enquêtes civiles. J'ai fait vraiment plein de métiers. J'ai été serrurier également pendant plusieurs années à Montréal. J'ai travaillé en sécurité et je me suis retrouvé en 2006 à joindre l'Agence des services frontaliers du Canada. Et au terme de ça, j'ai été posté ici à Saint-Bernard-de-la-Colle, où je travaille depuis près de 18 ans. J'ai travaillé comme agent de douane, comme agent d'immigration. C'est plein de mandats qui sont mis ensemble. Donc, 95 lois et règlements fédéraux qu'on applique à la frontière, et ça depuis 2006. Au sein de l'agence, j'ai aussi occupé plusieurs fonctions. J'ai été VP syndical, j'ai fait partie du programme des agents à pair, qui sont dans le fond un programme d'accompagnement quand des agents vivent des difficultés ou des problèmes de santé mentale. Donc, on est là pour les accompagner puis les rediriger vers les ressources nécessaires pour éviter des drames puis que les gens aillent mieux plus rapidement. Là, puis en fait, c'est un des bons programmes de l'agence. Puis, j'ai aussi travaillé en santé-sécurité énormément. Là. Je me suis battu pendant 10 ans pour faire entrer les défibrillateurs à l'Agence des services frontaliers. Je n'ai pas travaillé tout seul, mais ça a été un gros morceau là, de ma carrière. Fait que c'est un peu ça. Au niveau des services frontaliers, ça fait 15 ans, 15-16 ans, j'habite à Napierville. Ça fait à peu près l'équivalent aussi que je suis pompier à Napierville. Et là, je trouvais que 2 emplois, c'était pas assez. Là, fait que je me suis lancé en politique. Justement, pourquoi avoir fait le grand saut et pourquoi le Parti conservateur? Suite à la pandémie, je trouvais ça très difficile parce que même pendant la pandémie, je trouvais qu'on était tout le temps de plus en plus divisés. Là. Même à l'intérieur, là, à l'agence, là, on dirait que les propos sont tout le temps plus polarisants, plus divisés. Puis là, c'est comme, on n'est pas capable d'avoir une discussion aujourd'hui sur un sujet sensible sans que tout de suite on s'en aille vers les extrêmes opposés du sujet. Puis moi, ce que je trouvais, c'est que on a comme arrêté de répondre aux besoins des gens. On a comme avancé des idéologies, puis là, si on n'est pas d'accord avec l'idéologie, bien là, on est le méchant qui s'oppose, l'extrémiste de droite aussi, puis ça. C'est pas ça du tout. Puis quand que j'ai commencé à regarder les partis, parce que je voulais m'impliquer, je voulais en connaître plus sur la politique, parce que la politique, ça nous touche tous. On a de l'air de l'oublier, là, on s'en va voter aux 4 ans, là, mais la politique, c'est à tous les jours que ça se passe, puis ça touche nos vies beaucoup plus qu'on l'imagine. Et quand j'ai commencé à regarder les partis, il y a le parti que j'ai trouvé qui était avec des politiques les plus sensées, puis les plus centres, puis c'est surprenant de dire ça, là, mais les politiques étaient les plus centres, c'était le Parti conservateur. Puis j'ai eu la chance de rencontrer Pierre Poilievre dans un sous-sol à la Colle, puis je répète tout le temps cette histoire-là, parce que moi, ça m'a marqué. Dans un sous-sol à la Colle, peut-être 70 personnes qui étaient là, puis pendant la course à la chefferie, et d'avoir une discussion avec cet homme-là, comme on a aujourd'hui, simple, pas de prétention, et ainsi de suite, puis de réfléchir, d'approcher les problématiques qu'on a avec une approche plus pragmatique. Au même titre qu'on le ferait là, quand nous autres, là, mon toit coule, mais qu'est-ce que je vais faire pour régler mon toit aujourd'hui? Au lieu de tout le temps se lancer sur des idées qui n'en finissent plus, puis finalement faire des programmes ou des règlements qui finalement ne répondent pas aux besoins de la population nécessairement. On va passer justement à votre opposante, qui est Nathalie Provost. On sait que le Parti conservateur veut protéger les droits des propriétaires légaux d'armes à feu.
Alors que là, vous faites face à Nathalie Provost, qui est une militante qui veut enlever, en fait, les armes à feu. Des citations qu'elle avait dit, le problème n'est pas avec les armes illégales, mais avec les propriétaires légaux d'armes à feu. Je veux vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Bien, premièrement, je comprends. On ne peut pas aborder un sujet comme ça sans se mettre dans les souliers de l'autre personne. Je comprends d'où vient Mme Provost. Beaucoup de respect. La tragédie qu'elle a vécue, personne qui mérite ça. Là, Je veux dire, il y a peu de mots pour décrire une tragédie comme ça. Cependant, où ce que je deviens peut-être en désaccord, puis je comprends que pour elle, c'est un sujet qui est très important. Là où ce que je deviens peut-être un peu en désaccord, c'est que quand on approche une question des armes à feu, donc on approche une question de la sécurité publique, c'est que quand on fait de l'évaluation des risques, on ne peut jamais arriver à un risque zéro. Donc, ce qui est important de faire, c'est d'avoir une approche systématique qui va faire en sorte qu'on va réduire le risque. Donc, les gestes qu'on pose doivent être des gestes qui sont, atteignables, 2, qui sont financièrement responsables, puis 3, qui vont avoir un maximum d'impact. Et lorsqu'on parle de bannir tout le temps plus en plus d'armes à feu, c'est qu'on bannit ces armes à feu-là auprès de propriétaires qui possèdent des armes à feu de façon légale. Donc, ils ont fait leur cours, ils ont démontré qu'ils étaient responsables, ils n'ont pas de dossier criminel. Donc, c'est des gens qui se conforment volontairement à la loi. Et pendant ce temps-là, puis il y a beaucoup de chefs de police là, qui se sont levés puis qui ont sorti dans les médias, dont le chef de police de Toronto, qui a expliqué que 86 des armes à feu qui étaient utilisées dans des crimes étaient entrées illégalement des États-Unis au Canada. Donc, d'aller restreindre des armes à feu à des propriétaires légaux d'armes à feu ne va pas éradiquer ce problème-là. Et après ça, l'autre 14 parce que quand on continue d'écouter son discours au-delà de ce qu'il avait dit, bien, c'est que le reste du 14 vient également des États-Unis. C'est juste qu'on ne peut pas le démontrer, soit parce que les armes ont été modifiées, les numéros de série ont été enlevés, ou des fois, c'est des armes imprimées, mais c'est encore un faible pourcentage présentement, même si ça gagne en popularité. Donc, l'énergie qu'on a mis dans ces nouvelles restrictions-là, les batailles légales, l'argent pour racheter les armes à feu. J'ai vu brièvement là, qu'on parlait de 760 millions, mais je parlais avec Guy Morin hier, puis c'est plus dans les milliards que ça va coûter ce programme-là pour enlever des armes à feu à des gens qui se conformaient déjà à la législation. Et là, pendant ce temps-là, ça ne règle pas du tout le problème des gens qui commettent des crimes avec des armes à feu. Cet argent-là aurait probablement pu servir au système de justice, accélérer certains dossiers, ceux qui sont des criminels dangereux avec des armes à feu. Bien, on aurait peut-être pu mettre l'argent à des endroits où ça aurait servi beaucoup mieux la population. Et c'est là... C'est pas que j'ai absolument rien contre Mme Provost et je la respecte, c'est juste que cette approche-là, je ne crois pas que c'est ça qui répond à un besoin de la population. Et ce que ça fait, encore une fois, c'est qu'on vient mettre plus de restrictions sur les gens qui se conforment volontairement à la loi, tandis que pendant ce temps-là, les criminels, bien, on peut la vie facile, là, détention à la maison, mais on sait qu'ils ne respectent pas ça. À Toronto, là, c'est un petit groupe qui commet la majorité des crimes, c'est pas normal, là, fait qu'il faudrait peut-être mettre plus cet argent-là pour répondre aux besoins, là, moi, j'ai entendu, j'aurais jamais pensé entendre ça de mon vivant, de voir un service de police encourager les gens de laisser leurs clés sur le bord de la porte pour que le voleur n'ait pas que ça soit pas trop difficile pour le voleur là, de partir avec la voiture. C'est comme... Je pense que certains gens-là auraient pu être mieux investis à protéger les citoyens, alors que présentement, cet argent-là est mobilisé à pénaliser des gens qui se conformaient déjà à la loi. Ce qui nous amène un peu à C5, qui est la remise en liberté de personnes qui ont commis des crimes. Je sais que les conservateurs veulent remédier à cette situation-là. Pouvez-vous nous en parler un peu davantage? Bien, c'est important de comprendre qu'on entend souvent le côté des conservateurs qui veulent durcir les lois ou sévir sur les peines d'emprisonnement. C'est pas que la réhabilitation, on y croit pas. Moi, personnellement, je crois beaucoup à la réhabilitation. D'ailleurs, je soutiens un organisme et je sais que la personne qui nourrit les itinérants, et cette personne-là, c'est une personne qui a vécu la toxicomanie. Et cette personne-là cherche sincèrement à se réhabiliter, à travailler pour sa communauté. Donc, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui ont vécu des difficultés. J'ai été chanceux, moi, de ne pas tomber de ce côté-là de la clôture. Mais il faut comprendre aussi que, tu sais, à un moment donné, quand le but d'une loi, le but d'une mesure coercive dans une loi, c'est de prévenir la répétition d'une infraction. Donc, quand moi, je remets, mettons, une pénalité à un voyageur, c'est dans le but de dire que le voyageur se dise « Ouais, mais c'était pas payant de faire ça, je ne le referai plus ». Mais quand on voit des multirécidivistes, on sait que les peines qu'on a imposées n'ont pas atteint le but. Donc,
le but premier qu'on a mis une loi, c'est pour répondre à un besoin d'un citoyen. Et là, on n'utilise pas les mécanismes de cette loi-là, on ne met pas les pénalités appropriées. Et à ce moment-là, il y a des répétitions de l'infraction. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut trouver un juste milieu entre, oui, la réhabilitation, c'est super important, mais quand la réhabilitation, elle ne se passe pas, là, bien, il faut protéger la population. Puis c'est ça le but de ces lois-là, c'est de répondre à un besoin de la population. Et présentement, on ne répond pas à ce besoin-là. J'ai passé récemment là, à Hemingford, quelqu'un me racontait ce qu'il a vécu pendant son invasion de domicile. Bien, ça faisait plusieurs fois que cette personne-là faisait des invasions de domicile. Puis là, aujourd'hui, cette personne-là, il s'est fait battre, il est handicapé à vie, il ne peut plus travailler, il a fait 5 ans de réhabilitation en chaise roulante. Mais à un moment donné, c'est ce besoin-là que la loi est supposée, c'est ces gens-là que la loi est supposée protéger. Puis, fait que c'est ça. M. Poilievre veut que les multirécidivistes, bien, finalement, protéger la population de ces gens-là. Puis c'est à ça que, techniquement, le Code criminel et les lois sont supposés servir. Justement, vous êtes agent frontalier. Nous sommes présentement au chemin Roxham, mais également, bon, on sait ici, c'est Saint-Bernard-de-la-Colle, on a Hemingford, pas si loin d'ici. On le sait qu'il y a encore un problème criant avec la frontière. Juste récemment, j'ai parlé avec des gens qui habitent à la frontière où ils voient des passages illégaux encore et certaines personnes sont préoccupées par une potentielle augmentation de personnes qui vont passer avec ce qui se passe aux États-Unis. Pouvez-vous un petit peu nous parler de la situation actuelle? Je sais que là, en ce moment, vous êtes sur pause pour votre campagne, mais qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Bien, le problème du chemin Roxham, ça a été un gros événement au Canada. Puis là, ce que je dirais par rapport à ça, c'est qu'il faut comprendre que les gens, lorsqu'ils font une demande de refuge, là, la base d'une demande de refuge, c'est que les gens veulent venir s'établir au Canada comme résidents permanents, soit parce qu'ils sont... ils vivent un danger dans leur pays, là, soit qu'ils sont discriminés à cause de leur race, leur religion, leur appartenance à un groupe politique, leur sexe, et ainsi de suite. Donc, il y a 11 motifs de discrimination illicite selon la Charte des droits de la personne. Et ces gens-là ne peuvent pas ou ne veulent pas se prévaloir de la sécurité de leur pays parce que des fois, c'est le pays qui menace même. Fait que le concept de réfugié, c'est un concept qui est très important. C'est des principes qui sont très importants. Ce qui est arrivé au chemin Roxham, cependant, quand le président Trump a signé son ordre exécutif, c'est un ordre qui a été renversé par la Cour fédérale par la suite là, au niveau des États-Unis. Mais quand les gens se sont présentés puis ont commencé à traverser la frontière, toute entrée à la frontière est une infraction à la loi sur l'immigration. Donc, ils viennent nous voir puis ils viennent nous dire, bon, bien, dans le fond, je veux venir m'établir au Canada, mais je n'ai pas le visa de résident permanent. Donc, nous, on commence par établir l'infraction à la loi sur l'immigration et émettre une mesure de renvoi. Donc, on va les retourner normalement dans leur pays. Et la mesure est suspendue jusqu'à temps que la personne puisse se rendre devant la section de l'immigration pour faire entendre pourquoi tu as fait ça. On appelle ça le fondement de la demande. Et le fondement de la demande, dans le fond, c'est là où on va établir, étais-tu vraiment en danger? Oui, OK, bien, finalement, on va te donner ta résidence permanente, on va te permettre de t'établir ici, puis parce que tu étais vraiment en danger. Si tu n'étais pas vraiment en danger, donc le fondement de la demande n'est pas retenu, là, on va exécuter la mesure de renvoi. C'était quelque chose qui prenait traditionnellement peut-être 3 mois, 6 mois, dépendamment là, des dossiers, il y a des années. Mais là, quand c'est arrivé le chemin Roxham, on le sait tout, ça l'a explosé. Et ce qui est arrivé, c'est qu'au lieu de laisser les agents frontaliers faire leur travail, laisser le GRC intercepter les gens, nous les apporter. Il y a quelqu'un que je ne mentionnerai pas qui s'est mis à tweeter sur son téléphone « Tout le monde va être bienvenu au Canada ». Donc, ça a créé un mouvement d'engouement. On a comme diffusé au monde entier que c'était correct de venir faire une demande au Canada par le bois, alors que c'est pas ça. Les gens sont supposés, quand ils rentrent au Canada, autant selon la loi sur l'immigration que la loi sur la douane, de se présenter au poste frontalier le plus près et de faire leur déclaration en entrant. Donc, les demandes de refuge doivent être faites au poste frontalier. Et la raison pourquoi les gens venaient ici, c'est qu'à ce moment-là, à cause de l'entente du tiers pays sûr, ce qu'on faisait, c'est que c'était considéré comme une demande à l'intérieur du Canada. Donc, si je veux le retourner, je ne peux pas le retourner aux États-Unis, je pouvais juste le retourner dans son pays. Donc, c'était une façon de contourner la loi. C'était comme ce qu'on appelle en bon français un loophole. Et les gens en ont profité. Puis le fait que ça a été promu comme ça par tweet, bien, ça l'a
créer un mouvement de masse. Et ce mouvement de masse-là, qu'est-ce qui s'est joint à ce mouvement de masse-là? Bien, évidemment, le crime organisé. Là, fait que là, on avait des services qui s'organisaient, même des organismes aux États-Unis qui s'organisaient pour nous amener des gens au chemin Roxham. Bien, le principe de demander le refuge, c'est pas une façon facile de venir immigrer au Canada. C'est vraiment quand notre vie est menacée. Il y a beaucoup de gens, en tout cas au début, il y avait des gens que ça faisait 5-6 ans qui habitaient aux États-Unis sans statut, soit qui avaient fait des demandes de refuge puis étaient toujours en attente, ou soit que c'était des gens qui étaient littéralement illégaux. Fait que les autres se sont poussés des États-Unis pour s'en venir vers le Canada. Mais c'était pas les réfugiés typiques qu'on va retrouver, mettons, dans une ambassade ou qu'on retrouve aujourd'hui. Là, c'est un peu différent, là, le mouvement des réfugiés, mais c'est des gens qui cherchaient à améliorer beaucoup leur situation économique, mais ils ont utilisé ce moyen-là pour immigrer. Ce qui est fâchant dans tout ça, c'est qu'au lieu d'avoir laissé nos lois être appliquées, nos agents faire leur travail, bien, on a comme encouragé ce mouvement-là. Et qu'est-ce que ça a fait? Bien, aujourd'hui, on vit les conséquences de qu'est-ce que ça a fait. On a perdu le contrôle sur l'immigration, nos ressources ont été surutilisées. Et là, les traitements des demandes des personnes qui veulent se conformer volontairement à la loi, et je reviens à ça, donc les gens qui appliquent par le processus normal, bien là, leur délai a passé peut-être de 4 mois à des fois 16 mois. Des gens qui sont vraiment dans le besoin aussi. Des gens qui sont dans le besoin, puis des gens, des fois, leur statut expire ou ils ont une difficulté à régulariser leur statut, mais c'est tellement long de faire avancer les choses que là, ils se retrouvent... Ils viennent pour confirmer leur statut, puis là, c'est le papier du fédéral qui est expiré. Bien là, il faut qu'ils retournent demander au fédéral un nouveau papier. Là, c'est le papier du provincial qui a expiré. Là, il faut qu'ils aient demandé à nouveau le papier du provincial, tu sais. Puis ces délais-là ont été commis. Pourquoi? Bien, parce qu'on a autorisé ce mouvement de masse-là à venir, entre autres, utiliser le système pas comme qui avait été conçu. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire à ce moment-là? Bien, il y a une disposition dans la loi sur l'immigration au niveau de l'article 55. Dans le fond, c'est ce qu'on appelle un mouvement migratoire irrégulier. Et dans le fond, ce que c'est que quand le ministre juge qu'il ne sera pas possible pour nous de traiter la demande dans un délai qui est raisonnable, à ce moment-là, où qu'on n'a pas la capacité de traiter la demande d'une façon normale, bien, le ministre peut déclarer que c'est un mouvement migratoire irrégulier. Et de ce fait, c'est qu'on va maintenir une détention pour pouvoir traiter le dossier et on ne va jamais conférer de statut. Donc, ça nous aurait permis, dans le fond, de les retourner simplement aux États-Unis. Mais malheureusement, ce n'est pas la voie qui a été explorée. On a dit que tout le monde serait bienvenu ici. Et là, aujourd'hui, on se retrouve avec non seulement beaucoup de gens, là, ça a sorti même dans les médias qu'on avait perdu la trace de centaines de milliers de personnes, mais aussi que... On a des crises de logement, des crises alimentaires. C'est pas causé que par ça, là, mais c'est venu exacerber. T'sais. Puis ce que je parlais aussi avec Guy Morin hier, c'est qu'il faut comprendre que c'est bien beau vouloir aider les gens, là. Mais nous autres, en intervention comme pompiers ou même comme agents, quand on rentre dans une intervention, on ne va pas mettre notre propre sécurité en jeu. La raison pourquoi on fait ça, c'est parce qu'on ne veut pas rajouter 2 victimes ou ce qu'il y en a une. Donc, on parle à partir d'aujourd'hui. On le sait qu'en 2023, réforme de l'entente sur les tiers pays sûrs. Mais en ce moment, ce qu'on voit, ce qui a changé, c'est des organisations criminelles qui vont aider à faire traverser les gens. Certains vont se cacher pendant 14 jours pour justement éviter l'entente sur les tiers pays sûrs. Je veux vous entendre aujourd'hui sur ce qui se passe à la frontière parce que on a connu un peu ce qui s'est passé avec Roxham, mais là, en ce moment, on a une situation tout à fait différente avec plus d'organisations criminelles, des cartels. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ça? Bien, comme j'ai mentionné, en ayant encouragé le mouvement de masse, qu'est-ce que ça a fait? Ça a attiré aussi le crime organisé. Et là, le crime organisé, bien, si on sait qu'il y a quelqu'un qui est capable de s'adapter aux règles puis aux règlements, c'est bien eux autres. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que du moment qu'on a modifié l'entente du tiers pays sûr, là, maintenant, ils ont une période de 14 jours à l'intérieur de laquelle on peut encore appliquer l'entente du tiers pays sûr. Donc, comme tu l'as mentionné, les gens, quand ils vont rentrer, qui vont passer par le bois, bien là, ils vont se cacher pendant 14 jours, puis après ça, ils vont aller faire leur demande de refuge. On sait qu'il y a beaucoup d'organisations criminelles. Ce qu'ils vont faire, c'est ils vont comme offrir un service clé en main. Tu veux venir t'établir au Canada? Parfait, on va te faire passer par tel endroit, tel endroit. Ils vont organiser les transports, tout ça. Les gens payent 5 000, 10 000, 15 000, dépendamment. Puis après ça, on va les faire passer par le bois. Mais contrairement, mettons, à quelqu'un qui s'en vient demander de l'aide à un service gouvernemental ou une entreprise là, qui est surveillée ou qui est régie par la réglementation, eux autres, ils n'ont aucune obligation là, de vraiment livrer le service. Là. Fait que non seulement ça l'a... on a des gens là, qui ont été droppés dans le bois en plein milieu d'une tempête, là.
Puis ces gens-là se sont retrouvés hospitalisés avec des blessures graves. Il y en a qui ont perdu des membres, ils ont perdu des doigts, des orteils, puis des... fait que non seulement les gens se mettent à risque parce qu'ils traversent une forêt dans un environnement qui est hostile, qu'ils ne comprennent pas, puis le crime organisé, ça ne les dérange pas du tout. Puis... pas juste ça, les gens qui se font amener justement dans des lieux où ils se font cacher pendant 14 jours, bien des fois, ils deviennent victimes du trafic humain. Et là, ces gens-là, après ça, restent sous le joug de ces entreprises criminelles-là et deviennent un peu, ils deviennent des esclaves modernes. Là, il y en a qu'il faut qu'ils payent des ristournes sur leur salaire pendant des années pour repayer. Ils vont toujours être en dette avec ces organisations criminelles-là, puis ces organisations-là vont continuer d'en profiter. Puis ça, c'est sans parler des jeunes femmes qui vont tomber, qui vont être utilisées pour la prostitution, les enfants, le trafic d'enfants, puis ces affaires-là. Fait que, en ayant créé ce courant-là, bien, on a en quelque sorte publicisé la mine d'or pour eux autres. Puis là, bien, maintenant, on est pas mal pris au ça, parce que ceux qui traversent dans le bois, c'est pas des gens qui partent avec zéro connaissance, c'est des gens qui ont été orientés pour faire ça. Puis qui oriente ces gens-là, bien, c'est généralement les entreprises criminelles. Je veux vous entendre sur un peu votre critique de ce qui est fait jusqu'à maintenant pour protéger la frontière. Si vous pensez qu'il y a assez de personnel, s'il y a assez de, justement, d'argent d'investi sur la frontière, puis qu'est-ce que le Parti conservateur, eux, visent en termes d'augmentation de protection à la frontière? Bien, je vous dirais que au niveau de l'investissement, c'est facile de dire on voudrait plus d'argent. Je pense que tous les départements ou gouvernements aimeraient ça avoir plus d'argent. C'est plus de la façon qu'on a orienté nos réponses. On a quand même beaucoup de défis à... Il faut comprendre les défis. Là, on a 8900 km de frontières terrestres. Là. C'est un territoire qui est large à couvrir. Cependant, il y a beaucoup de restrictions qui ont été imposées, aux agents des services frontaliers. Les agents des services frontaliers, en vertu de la loi sur les douanes puis l'immigration, ont un pouvoir d'interception, mais on ne veut pas que les agents frontaliers sortent de leur carré de sable. C'est une décision qui était dans le temps parce qu'on n'était pas armés. C'est une question aussi que la GRC ne voulait pas qu'on patrouille justement parce qu'on n'était pas armés, puis on pouvait se retrouver dans des endroits isolés. Mais depuis 2007, les agents ont été armés à la frontière. En 2017, tous les agents étaient armés. Donc, autre que la volonté, mettons, politique, il n'y a pas vraiment d'autre chose qui empêcherait les agents d'acquérir les formations nécessaires pour remplir ce rôle-là. Là. Quelqu'un qui refuse de s'arrêter à un point d'entrée frontalier, bien, il faut qu'il appelle la GRC pour que la GRC ait intercepté. Là, si la GRC est pris sur une intervention ici, il n'y a personne qui va aller l'intercepter sur l'autoroute. Là, fait que ça, c'est un défi qu'on a, mais par rapport, mettons, à ce qui est fait le long de la frontière, il faut comprendre qu'on a... on n'a pas beaucoup d'effectifs et on a un très large territoire à couvrir. Puis jusqu'à temps que M. Poilievre parle d'investir, de mettre plus d'agents, M. Poilievre a annoncé qu'il voulait mettre 2000 agents de plus. Puis où est-ce qu'il veut couper dans la fonction publique? C'est surtout dans l'administration. Là, on le sait que dans les dernières années, c'est l'administration qui a grossi, mais pas les services donnés aux citoyens. M. Poilievre, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut réduire l'administration pour que la base puisse fournir les services nécessaires. Et dans le fond, ça nous prend plus d'agents pour pouvoir répondre dynamiquement sur le terrain. Tu sais, les hélicoptères de l'armée qui patrouillent, bien ça, c'est encore une fois, ça a été fait dernièrement parce que M. Poilievre l'a annoncé. M. Poilievre a dit, bien, tu sais, nos militaires, puis ça, je le sais parce que je n'ai pas fait une grosse étude là-dessus, mais j'ai passé des pilotes d'hélicoptères en entrevue quand je faisais des entrevues Nexus, puis ils me disaient, regarde, on n'a pas beaucoup d'heures de vol, on a besoin de pratique, tu sais, puis il y en a beaucoup qui quittaient les forces armées justement parce qu'il n'y avait pas assez d'heures de vol. Bien là, c'est une bonne façon de faire une pierre deux coups, c'est-à-dire de permettre à nos pilotes d'avoir plus de temps de vol, puis en même temps, de ne pas avoir à financer à outre mesure, d'acheter tout de suite des nouveaux équipements, se trouver des nouveaux pilotes, et ainsi de suite. C'est une idée qui est très brillante, tu sais, mais encore là, c'est tous des plans que les conservateurs voulaient mettre de l'avant. Puis là, soudainement, après 10 ans, bien là, nos libéraux, soudainement, là, OK, on va patrouiller la frontière. Mais c'est toutes des choses qu'on dit sur le terrain depuis des années. C'est toutes des choses que les agents frontaliers, les gens de la GRC qui sont ici, qui soulignent, puis qu'il n'y a aucune volonté politique d'être mis de l'avant, tu sais. Ce que ça nous prend, bien oui, ça nous prend une surveillance aérienne, ça nous prend une présence, mais ça nous prend une présence aussi sur le terrain. Tu sais, vous avez vu la grosseur de l'hélicoptère, elle ne peut pas atterrir n'importe où, cet hélicoptère-là. Là. Si on regarde autour de nous autres, c'est toutes des zones boisées. Fait que ça nous prend des équipes au sol, puis ça nous prend des équipes qui peuvent répondre en temps efficace. T'sais. Présentement, on a fermé plein de points frontaliers pendant la nuit. On a réduit les heures d'opération de certains postes frontaliers.
on sait qu'on va avoir un influx, mais on réduit nos postes. T'sais. Fait que là, si j'ai 2 policiers du bureau de Valleyfield qui interceptent quelqu'un, bien, il va aller me reporter cette personne-là dans un poste frontalier qui est très loin. Mais moi, mon centre de réfugiés est ici à Saint-Bernard-de-la-Colle. Fait que là, ça veut dire qu'il faut qu'on mobilise des ressources pour aller rechercher la personne à l'autre bout du monde, alors qu'il faudrait qu'il y ait un système qui soit mis en place pour que les ressources, puis on n'est déjà pas super nombreux de nuit. Fait que oui, il faudrait développer, il faut avoir plus d'agents, il faut avoir plus de personnes qui sont prêtes à répondre sur le terrain, puis surtout, il faut élargir le mandat des agents frontaliers, c'est-à-dire d'arrêter de nous garder dans un carré de sable. On a les pouvoirs, on a l'entraînement, on a la formation. Oui, il y a de la formation complémentaire qu'il faut qu'il soit faite là, par rapport aux interventions, mais il faut faire confiance à nos fonctionnaires qui travaillent fort, puis qui sont spécialisés dans leur domaine, puis qui sont capables de remplir leur mandat. Là, c'est comme si j'engageais un déneigeur, puis je lui demande de ne pas déneiger mon entrée. C'est un peu contre-productif. Là. Un des gros problèmes qu'on a vu, c'est surtout à la suite de la réforme sur l'entente sur les tiers pays sûrs, on a eu également une levée des restrictions sur les visas. Ce qui a fait en sorte que beaucoup de personnes ont commencé à arriver par aéroport. Et ça se continue aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Pourquoi on ne renforce pas justement les régulations sur ces visas-là? Bien, depuis la pandémie, une des choses qu'on n'a pas beaucoup parlé, depuis la pandémie, on avait beaucoup de retard. La pandémie, elle a fait mal à tout le monde, mais elle a fait mal aussi, elle a causé des retards immenses dans le traitement de certains dossiers. Et là, ce que ça l'a fait, c'est que quand on a voulu réouvrir les vannes, mais là, on a dit on a beaucoup d'arriérage, on va utiliser les moyens pour accélérer le traitement. Je pense que dans le fond, c'est une bonne idée, mais quand on parle d'évaluation des risques, le but, c'est pas d'aller nécessairement vite. Le but, c'est de le faire, puis de le faire bien une fois. Et là, ce qui est arrivé, c'est que, puis, moi, j'ai entendu parler de Chinook, là, qui était un programme pour utiliser le AI pour autoriser des visas, et des visas qui a été autorisé, que, mettons, un agent se serait penché sur ce dossier-là, n'aurait jamais autorisé. Donc, on s'est retrouvé avec une population qui a été en possession de visas, qui n'aurait peut-être pas dû être émis. Et là, comme vous dites, bien là, s'il arrivent à l'aéroport. Au moins, quand ils arrivent à l'aéroport, ils présentent leur demande au point d'entrée. Mais tu sais, l'aéroport présente un autre défi dans le sens que quand on retourne la personne, il faut la retourner directement dans son pays. Tu sais. On met de l'avant des fois des initiatives, puis on ne tient pas nécessairement compte des gens qui sont sur le terrain, qui, eux, voient les conséquences, voient les choses. Et je le sais, comme j'ai mentionné, j'ai travaillé 1 an à gérer les évaluations des risques là, pour le programme Nexus. Et des fois, on souligne des choses. Et non, la priorité, c'est l'arriérage. Il faut absolument qu'on claire l'arriérage. Ben non, la priorité, c'est que si on donne une autorisation à quelqu'un de rentrer au Canada, cette personne-là répond aux normes. Puis ça, c'est la seule priorité qu'on devrait avoir. La personne qui se présente à un poste frontalier, on va appliquer tous les règlements qu'on peut, mais la personne qui a passé par un chemin détourné, bien, elle, non, c'est pas si grave. Mais c'est un peu ça là, que j'aimerais éventuellement dans les prochaines années. Puis le gouvernement conservateur, moi, ce que j'ai vu de M. Poilievre, c'est que c'est quelqu'un qui écoute beaucoup. C'est quelqu'un qui... Parce qu'il y a des choses qu'on a discutées, moi et Pierre, je dis Pierre, je le connais pas personnellement, mais j'ai eu la chance d'échanger avec lui pendant que j'ai fait du bénévolat lors de sa course à la chefferie. Et, tu sais, il y a plein de solutions qu'il a apportées qui sont des solutions vraiment concrètes. Puis, tu sais, il y en a qui touchent des choses qu'on avait discutées ensemble quand j'avais expliqué comment ça se passait à la frontière, puis ces choses-là. Fait qu'un gouvernement conservateur, là, c'est de vraiment ramener, de couper dans le fond dans ce que Pierre appelle le tape rouge, là, le gras, là, mais tu sais, le tape rouge, là, les restrictions qu'on se met des fois pour que les bonnes idées soient mises de l'avant, là, tu sais, puis que ceux qui l'ont, la spécialisation, là, tu sais, moi, j'ai été parlé devant l'UPA, mais humblement, j'ai beau être un agent d'inspection des aliments par formation, bien, les experts, c'est les agriculteurs, c'est eux autres qu'il faut qu'on écoute, mais au même titre que nos hauts gestionnaires, des fois, c'est des hauts gestionnaires qui nous viennent de Passeport Canada ou qui viennent d'entités qui connaissent absolument rien sur la frontière, mais il faut qu'ils écoutent l'expertise, là, tu sais, il faut qu'on arrête de donner ces contrats-là à des firmes de consultation externes. Si ça te prend des firmes de consultation externes pour prendre ta décision, bien, il y a peut-être de quoi qu'il faudrait regarder là, parce que l'expertise est sur le plancher. Les agents connaissent leur travail, les agents essaient de faire leur travail. Puis des fois, ce qu'on reçoit d'en haut, là, ça ne répond pas aux besoins. Fait que le gouvernement conservateur, c'est vraiment misé sur l'expertise qu'on a à l'intérieur même de notre gouvernement.
miser sur nos propres ressources, puis de mettre de l'avant là, le plan que Pierre disait, là, d'élargir le mandat des agents là, au niveau des frontières, là, qu'ils puissent sortir de leur carré de sable, de continuer de faire la surveillance, de combiner des fois les forces entre les différentes agences, parce qu'entre les différentes agences, on s'entend bien. Là, nous, les agents frontaliers et la GRC, on collabore ouvertement, puis ça va bien, mais de favoriser ces échanges-là pour continuer à ce qu'on réponde aux besoins de la population, pas qu'on fasse semblant qu'on veut accueillir tout le monde, puis finalement, quand on reçoit l'addition au bout de la ligne, on se dit « Comment ça a coûté cher comme ça? » Pourquoi vous, en terminant vraiment rapidement, pourquoi les gens de Châteauguay, les Jardins de la Pierreville, devraient voter pour vous? C'est une excellente question. Premièrement, mon humilité, c'est-à-dire que mon but, c'est de ramener la politique accessible aux gens. Le Parti conservateur, l'article 10, dit que le candidat doit voter selon sa circonscription, selon ses membres, selon ses convictions. Donc, c'est un parti qui veut vraiment répondre aux besoins de la population. Moi, je crois vraiment que le candidat répond autant à ceux qui ont voté pour lui que ceux qui n'ont pas voté pour lui. Donc, on a besoin de voter pour un candidat, qui est déjà investi dans les communautés. Oui, tout le monde fait quelque chose pour les communautés. Moi, je suis ici, je m'implique ici. Puis on a besoin d'avoir un candidat qui va écouter, un candidat qui est capable de se pencher sur un dossier, d'écouter ce que les acteurs, qui va reconnaître la compétence des autres acteurs. Je dis souvent, ça prend de la compétence pour la reconnaître, mais qui va reconnaître la compétence des autres acteurs, puis qui va être capable de prendre leurs points et de les monter, puis de les débattre, puis de se tenir debout devant les gens. Puis tout au long de ma carrière, c'est ce que j'ai démontré, c'est que au-delà de me faire donner des louanges, au-delà de ci et de ça, je vais essayer de faire la bonne chose au lieu de faire la chose qui est facile, mais ça nous prend des candidats comme ça. Et j'aimerais encourager les gens de voter pour moi parce que c'est ça que je veux apporter. Je veux apporter cette influence-là où on n'est pas là pour répondre à des idéologies, on n'est pas là pour répondre puis bien paraître, on est là pour que les besoins de la population soient répondus. Puis ça devrait être la seule priorité qu'on a. À Rebelle News, nous suivons la campagne électorale de très près. Et si vous voulez être informé, vous pouvez le faire également à campaigns2025.com. Sur ce site web, non seulement vous pouvez suivre également la campagne électorale, mais vous pouvez également nous soutenir en faisant un don. Merci beaucoup.